Aujourd'hui, on est à une époque où, malheureusement, la désinformation est devenue étatique. C'est ce que disait Julian Assange. De nos jours, si on n'a pas été appelé complotiste, on peut pas s'appeler journaliste. C'est un fait. S'intéresser à la pharmacovigilance, c'est pas être anti-vax. S'intéresser à la sécurité des avions, c'est pas être anti-avion. Donc déjà, ce terme, je le dis clairement, est un terme de terrorisme intellectuel. J'ai dit, et vous avez tout à fait le droit d'utiliser mes revues de presse pour penser l'opposé de ce que je pense. Par exemple, il était complotiste de parler de l'ordinateur de Hunter Biden. Et pendant les élections, il était interdit d'en parler. Mais sous De Gaulle, t'envisageais la possibilité de la velléité de l'ombre de l'ambition de balancer une part 10% d'Alstom aux Américains, tu disparaissais. Si Tallinn en Estonie est menacée par les Russes, on doit bombarder Moscou. Idriss, je suis curieuse de savoir qui tu es. Si je pouvais remonter le temps, j'aurais des choses plus intéressantes à faire que de ne pas être chercheur invité à Stanford. Malheureusement, c'est le cas. Idriss Aberkan. Idriss Aberkan. Dans cet épisode, on va recevoir le docteur et surtout polémiste Idriss Aberkan. C'est un grand conférencier, un auteur qui promeut le concept d'économie de la connaissance. Et dans cet épisode, on va parler de la place des médias indépendants, de la désinformation et de la souveraineté française face aux enjeux géopolitiques et industriels. La presse est facilement cartélisable. Donc aujourd'hui, les médias citoyens sont devenus les seuls médias. Et on l'a très bien vu d'ailleurs avec Tucker Carlson, Joe Rogan aux États-Unis, Redacted News avec Clayton et Nathalie Morris. Donc il faut qu'il y ait des gens qui soient indépendants, qui touchent absolument aucun financement de l'État, qui touchent aucun financement externe. Comme disait avant le Canard enchaîné, les seuls qui peuvent nous acheter, ce sont nos lecteurs. Les seuls qui peuvent m'acheter, c'est mon auditoire. On a tous vu passer certains scandales, des détracteurs. Pourquoi on adore te détester, Idriss ? Bonjour Idriss. Bonjour Sabrina. Je suis absolument ravie de te recevoir. Quand j'ai eu l'idée de faire ce podcast, c'était pour justement offrir un espace de parole à tous les courants de pensée, sans filtre idéologique. Et ce que je voulais, c'était que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent puissent voir les choses autrement, réfléchir autrement, et peut-être avec d'autres lumières, d'autres clés de compréhension du monde. Aujourd'hui, on reçoit Idriss, qui est un personnage clivant, idolâtré, parfois caricaturé. Moi, je suis personnellement assez fan du contenu, parce qu'il y a peu de personnes qui sont indépendantes et qui ont créé leurs propres médias. Et quelles que soient nos opinions politiques, on ne peut que louer et l'effort et la capacité à transmettre toutes les informations, quelles que soient politiques, soit scientifiques, soit d'ordre biologique. Bref, je suis fan de ton contenu. Alors, si tu le veux bien, Idriss, je suis curieuse de savoir qui tu es, puisqu'on a tous vu passer ton contenu. On a tous vu passer certains scandales, des détracteurs. Pourquoi on adore te détester, Idriss ? Parce que malheureusement, j'ai raison à la fin du game, et c'est le dernier debout qui gagne. Et ça fait 10 ans que j'ai bien 3 doctorats, que j'ai bien été chercheur à Stanford à 19 ans. Ça les a rendus complètement fous, les pauvres. Mais je peux pas changer les faits pour eux. Si je pouvais retourner en arrière, si je pouvais remonter le temps, j'aurais des choses plus intéressantes à faire que de ne pas être chercheur invité à Stanford. Malheureusement, c'est le cas. Et en effet, il y a aussi le fait que j'ai décidé d'être journaliste citoyen. C'était pas forcément ma vocation, mais à partir du Covid et aussi de l'Ukraine où j'ai vécu, contrairement à beaucoup de gens avec des drapeaux ukrainiens dans leur bio, qui n'ont jamais foutu les pieds dans ce pays, moi j'y ai vécu 1 an. J'ai fréquenté des gens de l'extrême droite ukrainienne, qu'on ne présente plus comme extrême droite maintenant, des gens dangereux, des gens vraiment armés, dangereux, compétents et qui se vantaient d'avoir tué des gens. Et c'est évidemment un dossier que je connais mieux que ces gens-là qui le font uniquement par vertu ostentatoire. Aujourd'hui, on est à une époque où malheureusement la désinformation est devenue étatique. On le voit, c'est ce que disait Julian Assange. Les vrais padrés du game, c'est par exemple Julian Assange, Chelsea Manning, c'est Juan Branco aujourd'hui côté français. Enfin, c'est ça. on a des gens qui ont affirmé, Juan Branco d'ailleurs a été avocat de Julian Assange, il a été écouté par la CIA, c'est un fait. Certaines officines ont dit qu'il était complotiste de déclarer qu'il avait été écouté par la CIA. Pas de bol, il a vraiment été écouté par la CIA. Et on va voir d'ailleurs que ce terme de terrorisme intellectuel pur, complotiste, a été appliqué sur tout un tas de nouvelles qui étaient vraies. Par exemple, il était complotiste de parler de l'ordinateur du portable de Hunter Biden, qui était vrai. Il avait été déclaré que c'était une désinformation russe. Non, c'était vrai. Et les premiers journalistes à en parler, c'était nous. On disait, bah oui, cet ordinateur existe. Il a bien, le fils de Hunter Biden est bien un cinglé cracomane qui fréquentait les prostituées avec l'argent de sa boîte. C'est un fait, c'est aujourd'hui avéré. Il est même rentré dans un plea deal avec l'État américain. Et pendant les élections, il était interdit d'en parler. Interdit. Or, on a dû rappeler les bases du journalisme. Ce que disait George Orwell, le journaliste, c'est publier quelque chose que quelqu'un ne veut pas voir publier. Tout le reste, c'est des relations publiques. Nous, on a décidé de ne pas faire des relations publiques. Ouais. Donc, et ça, forcément,
ça crée une confrontation. Donc en C'est fait, inévitable. pour toi, le cycle de vie d'une vérité d'un scandale économique ou politique, c'est qu'il y a un lanceur d'alerte qui Oui. est systématiquement considéré comme un Ah, complotiste. qui sera appelé inévitablement complotiste, bien sûr. Voilà, et donc il sera systématiquement condamné, De nos jours, poursuivi. en fait, de nos jours, si on n'a pas été appelé complotiste, on peut pas s'appeler journaliste. Mm. C'est un fait. Il suffit de regarder, par exemple, le cas du Nord Stream. C'est quand même Seymour Hersh, un des plus grands journalistes de tous les temps, celui qui a révélé le massacre de My Lai au Vietnam, qui le premier a dit non, Nord Stream, c'est bien entendu la CIA qui l'a fait péter. C'est une évidence. Les Russes n'avaient aucune raison de faire péter un investissement à 4 milliards. Ils n'avaient qu'à tourner le robinet. C'est idiot, il n'y a aucun sens. Les Russes ne sont pas débiles, contrairement à ce qu'on nous dit. Alors là, je pourrais t'en donner encore et encore des cas de désinformation qui ont eu lieu aussi bien sur le service public que sur des grandes chaînes comme par exemple LCI. Mhm. Je rappelle quand même que sur LCI, David Pujadas nous a sorti que les Russes en étaient à démonter un monument de la Deuxième Guerre mondiale, le T-70 de Melitopol, que j'ai vu en vrai d'ailleurs, pour l'envoyer au front. Oui. Il faudra m'expliquer comment ils gagnent la guerre en Ukraine. Bon. Et dans ce cas-là, il faudra m'expliquer si, en volant des puces sur les machines à laver, ce qui a été dit par Ursula von der Leyen à la Commission européenne, avec notre argent, eh bien, ils arrivent aujourd'hui à encercler Pokrovsk, Konstantinivka, Slaviansk, Kramatorsk, tout un tas de villes que ces gens-là ne peuvent même pas épeler, en réalité, dans l'histoire du conflit ukrainien. Donc aujourd'hui, les médias citoyens sont devenus les seuls médias. Mhm. Et on l'a très bien vu d'ailleurs avec Tucker Carlson, Joe Rogan aux États-Unis, Redacted News avec Clayton et Nathalie Morris, bien entendu Candace Owen, etc. Ces gens-là font un travail que les grandes chaînes refusent de faire par conflit d'intérêts, tout simplement. Parce que maintenant, c'est classé de notoriété publique que les grandes chaînes sont détenues par une oligarchie, en fait, Oui. ce que tu appelles l'oligarchie française, Mhm. et que du coup, elles sont toutes un parti, en fait. Tu vois des journalistes qui ont dit que les Russes utilisaient des chameaux pour leur logistique en Ukraine, Mm. ou se battaient avec des Les pelles. machines à ou laver, faisaient- les Bah, dans les les machines à- machines. Alors, on a eu la totale, on a eu le Ghost of Kiev, le fantôme de Kiev. Donc, soi-disant, un chasseur comme ça sorti de nulle part. Alors, c'était ça qui était écrit dans les médias, attention. Et je caricature pas. Il sortait, on savait pas d'où. Enfin, un avion, on sait pas d'où ça sort. Bien sûr, on peut le planquer dans un garage, dans des égouts, chez un barbier, on sait pas. Bon. Et ensuite, il abattait 2-3 avions russes, et ensuite, il disparaissait. Bon, c'était complètement faux. Même le Guardian a dit, ouais, le Ghost of Kiev, c'était un truc qu'on a inventé parce qu'il fallait bien soutenir l'Ukraine. Je fais, mais attendez, vous bossez pour Kiev? Mm. Vous êtes le Guardian, vous êtes un journal, vous bossez pour vos lecteurs. De quoi vous parlez? À quel moment vous en êtes à dire, non, mais il fallait bien soutenir l'Ukraine? Vous soutenez personne, vous soutenez la vérité. Donc, l'histoire, et n'importe quel journaliste citoyen le sait, enfin, un avion, c'est une logistique. Mm. On s'amuse pas comme ça à avoir un avion qui sort de nulle part, surtout face à la première armée de l'air de la région. Enfin, c'était complètement bidon. Mhm. C'était de la désinformation pour laquelle il n'y a eu aucune excuse. Tu as vu. Alors, on sait qu'il y a certains médias allemands, notamment Der Spiegel, qui se sont excusés pendant le Covid d'avoir repris verbatim la parlance de Pfizer. Oui. Ça, c'était brillant. Moi, quand j'ai fait la vidéo sur ma chaîne qui a fait le plus de vues, où j'ai fait le passif judiciaire de Pfizer, j'ai été attaqué non-stop, par des officines qu'on connaît, l'Association française pour l'information scientifique, des officines qui travaillent avec Monsanto, par exemple. Oui, L'AFIS, bien sûr. l'Association française pour l'information scientifique, n'a jamais attaqué Monsanto de près ou de loin. Non, Monsanto, ils ont un casier judiciaire long comme le bras. Et d'ailleurs, en l'occurrence, si on s'intéresse au scandale pharmaceutique aux États-Unis, cette année, Purdue Pharma, le scandale de l'Oxycontin, s'est engagé à verser 7,5 milliards dans un plea deal. Bon, ils ont tué 800 000 personnes. Depuis la nomination de Kennedy, du coup, les cours en bourse de Big Pharma commencent à... Mais heureusement. Ouais. Mais là, on en revient au problème de la presse. Ouais, ouais. Moi, quand je dis, attendez, Pfizer, écoutez, c'est quand même pas normal. Si on vous proposait de confier vos enfants à un pédophile multirécidiviste, vous diriez non. Pfizer, ils ont été condamnés plus de 10 fois pour charlatanisme. Non, 20 fois pour charlatanisme aggravé. 20 fois. On a dit que Raoult était un charlatan. Mais Pfizer, ils ont été condamnés pour charlatanisme aggravé 20 fois. Ensuite, ils ont été condamnés pour trucage de données. Ensuite, ils ont été condamnés pour atteinte aux intérêts des consommateurs. Ensuite, ils ont été condamnés pour entente illégale sur les prix. C'est un cartel. Pfizer existe depuis 170 ans, ils n'ont guéri aucune maladie. Ça fait 170 ans qu'ils font de la R&D avec des milliards. Ils n'ont guéri aucune maladie. Il y a 170 ans, la polio n'était pas guérie. Il y a 170 ans, la tuberculose n'était pas guérie. Ces gens-là ont vu passer l'histoire médicale, ont accumulé des milliards et sont présentés aujourd'hui comme des perles à vertu. C'est aux journalistes de faire ça. Je note que Complément d'enquête a fait une sorte de remâchage de ma vidéo 2 ans plus tard, sur le mode du damage control, sans me citer bien sûr, et bon, avec des moyens considérables. Moi, j'ai fait ma vidéo avec les moyens du bord. Et en l'occurrence, pour prendre le cas de Purdue Pharma, il faut quand même rappeler
Big Pharma, dont certains ont dit que le simple mot Big Pharma était une théorie du complot. Enfin, pas de bol, c'est cité dans les textes de loi américains. Bien sûr. Hein. Le terme Big Pharma est employé au Congrès, est employé donc au Sénat et à la Chambre des représentants. Et le terme Big Pharma est employé, bien entendu, dans les textes de loi américains et dans la presse américaine tout de même, qui fait encore un peu son travail. Big Pharma, donc rien que le scandale de l'Oxycontin, c'est 800 000 morts. Alors là, on rigole, mais 800 000 morts, c'est la Deuxième Guerre mondiale, plus 2 fois la Première Guerre mondiale pour les morts américains. Ça veut dire que Big Pharma, juste une boîte, hein, Purdue Pharma, est responsable de plus de morts américains que les tranchées de la Première Guerre mondiale, et que Anzio, la Sicile, le débarquement de Normandie, on voit le soldat Ryan, Mhm. fois 2. Et on nous les présente comme des héros. Et parlons justement des vaccins. Toi, tu faisais partie quasi des porte-parole des anti-vax à l'époque. Mais c'est pas être Tout le monde anti-vax que d'être pour la pharmacovigilance. Complètement. Et c'est ce qu'a dit Kennedy. Je réfute complètement ce terme anti-vax, il est faux. Quelqu'un qui s'occupe de la sécurité des avions, est-ce qu'il est anti-avion? Eh bien sûr que non. Kennedy l'a très bien expliqué quand il a fait son audition au Sénat. Il dit, mais attendez, moi, j'ai étudié les taux de mercure dans les poissons des rivières à cause des déchets qui étaient balancés par l'industrie auto, des peintures notamment, dans les rivières. Mm. On m'a jamais appelé anti-poisson. S'intéresser à la pharmacovigilance, Mhm. c'est pas être anti-vax. S'intéresser à la sécurité des avions, c'est pas être anti-avion. Donc déjà, ce terme, et je le dis clairement, est un terme de terrorisme intellectuel pour empêcher la pharmacovigilance de faire son travail. Le docteur Amin Humlil, par exemple, qui est le plus grand expert français en pharmacovigilance, sa carrière a été brisée parce qu'il a dit, écoutez, moi, ça fait 25 ans que je fais de la pharmacovigilance, je n'ai jamais vu des dossiers aussi vides. Mm. Ces produits ne devraient pas être sur le marché. Ils n'étaient pas testés sur, Pas testés sur des humains. Pas testés, et ils étaient annoncés, ni en double aveugle. Hein, on avait critiqué le professeur Raoult pour ne pas avoir testé l'hydroxychloroquine en double aveugle. À l'époque, j'avais expliqué que s'il l'avait fait, il allait en prison. Parce que là, c'était un essai clinique illégal et que c'est pas déontologique quand en son âme et conscience on considère qu'une molécule est efficace, en l'occurrence l'hydroxychloroquine, de donner un placebo à ses patients. C'est illégal. Et en effet, s'il l'avait fait, il allait en prison. Donc il avait raison sur toute la ligne. Il a fallu attendre 5 ans pour que certains le reconnaissent. Bien sûr, les médias qui l'ont attaqué ne se sont jamais excusés. Eh bien, cette pharmacovigilance, dans le cas par exemple de l'AstraZeneca, on avait le professeur Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, qui a des casseroles, alors lui, c'est une batterie Ikea, ce mec, hein, avec les bébés bulles, les enfants, les thérapies géniques, des enfants qui sont morts dans ces essais cliniques. C'est gravissime ce qui s'est passé avec Fischer. Fischer nous dit, prenez l'AstraZeneca, il n'y a aucun risque. 2 semaines plus tard, 2 stars anglaises meurent, reconnues de l'injection AstraZeneca, reconnues officiellement, c'est sur le certificat de décès. D'une part, Lord Zion, rocker britannique, qui est mort dans d'atroces souffrances en faisant un AVC, il a eu un œdème intracrânien. C'est horrible, on ne souhaite pas ça à son pire ennemi. Lord Zion meurt à 42-43 ans dans d'atroces souffrances et le certificat de décès valide, c'est une conséquence du vaccin AstraZeneca. Bon, donc cette conséquence existe. En plus, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est une star. Donc on ne pouvait pas cacher ça. Mais bon, on imagine bien que monsieur tout le monde mort dans des conséquences atroces. À Pithiviers, tout le monde s'en serait foutu. Et c'est très certainement ce qui s'est passé. Ensuite, Lisa Shaw, journaliste de la BBC, qui meurt elle aussi dans d'atroces souffrances des conséquences du vaccin AstraZeneca, c'est reconnu par la presse, c'est reconnu par la BBC et par son certificat de décès. 2 semaines après que le monsieur vaccin du gouvernement ait dit prenez l'AstraZeneca, il y a 0 risque, 0. Oui. On a Brown, ministre de la Santé, qui est allé dire il n'existe pas d'effet secondaire. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge avéré, c'est de la désinformation. Le Vidal est long comme ça sur les effets secondaires parce que toute molécule active en fait a des effets secondaires. Et quand on utilise de l'ARN messager, alors là, on rentre dans un domaine encore moins connu, sur lequel on a encore moins de recul. Évidemment qu'il y aura des effets secondaires, n'importe qui en pharmacovigilance le sait. De toute façon, on voit déjà les effets secondaires. Absolument. On le voit avec le collectif Où est mon cycle, etc. Mais là, sur le cas de l'AstraZeneca, c'était un cas d'école, parce qu'on a vraiment des gens qui ont menti. Et les mêmes qui attaquaient, par exemple, le professeur Raoult à l'époque, vendaient du Remdesivir sur les plateaux télé. Oui, bien sûr. Le Remdesivir ne fonctionnait pas. C'était une saloperie néphrotoxique qui avait aucun effet démontré sur le Covid. 0. Qui, par contre, coûtait 900 balles la dose. Alors là, il fallait le vendre, évidemment. Et d'ailleurs, en contravention de la loi, ne déclaraient pas leur conflit d'intérêts. Quand on avait un professeur Yazdan de Pana, par exemple, qui passait sur les plateaux et qui parlait du Remdesivir, il commençait pas par dire « Ah oui, mais j'ai touché de l'argent de Gilead qui vend le Remdesivir, je suis donc en conflit d'intérêts. » Bon, on m'a suffisamment reproché, par exemple, en disant que ça gonflait mon CV de mettre la liste de mes clients. J'ai travaillé pour tout le monde comme consultant international, absolument tout le monde. Pourquoi je mets la liste de mes clients? Pas pour gonfler mes plumes, mais pour annoncer mes conflits d'intérêts. Et pour dire que ça, c'était il y a 4 ans et que je ne travaille plus avec ces personnes. Je peux pas critiquer des clients qui m'ont facturé 15 000 €, c'est pas possible.
Et ça, c'est quelque chose qui est c'est vrai que je pense que certaines personnes dans notamment ces controverses-là, étaient sincères parce qu'elles trouvent ça tellement normal de même pas dire qu'elles ont touché 150 000 de Gilead ou 250 000 de Pfizer. C'est tellement évident pour elles. Tiens, attendez, je vais vous vendre du remdesivir qui est un néphrotoxique, qui ne fonctionne c'est du charlatanisme, hein. Bien sûr. C'est du charlatanisme. Vendre une molécule qui ne fonctionne pas, c'est la définition même du charlatanisme. Je vais vous vendre du remdesivir qui ne fonctionne pas, qui est néphrotoxique, en contravention donc du primum non nocere pour un médecin. En premier lieu, ne pas nuire, ben, c'est un néphrotoxique, mais ça guérit pas. Il y a un problème. Et je vous dis même pas que j'ai touché de l'argent de Gilead. Donc ce terme anti-vax est une escroquerie. En fait, c'est tellement violent pour la population parce que si ce que tu dis est avéré, notamment, toi, tu as des faits, etc. J'ai Bien donné toutes sûr. les sources. Lisa Évidemment. Shaw, c'est sourcé. Lord Zion, c'est sourcé. Le fait que AstraZeneca ait retiré son vaccin entre guillemets, Bien c'est sûr. sourcé. Et le fait que Fischer ait déclaré que l'AstraZeneca n'avait aucun effet secondaire et n'était pas dangereux, Mm. c'est sourcé, c'est sur X. Et en fait, ça remet en cause tout le système, même le système de croyance, le système éducatif, le système social dans lequel on est. Et il faut toujours tout remettre en cause. Oui, évidemment. C'est la L'Union base. occidentale, où on est avec cette idée de liberté, de méritocratie, de démocratie, de transparence, d'État qui œuvre pour ses citoyens. En fait, les gens, c'est beaucoup trop difficile de croire, d'accepter en fait Que la cette vérité. corruption existe. Complètement. Mais il y a des journalistes qui sont morts pour la prouver. Trust but verify. Il faut faire confiance en la société, bien sûr, mais il faut vérifier. C'est ça d'ailleurs le véritable terme de zététique, le doute systématique, qui aujourd'hui a été piraté par des incompétents, qui sont très proches de l'industrie pharmaceutique d'ailleurs, qui vont vous défendre du Big Pharma, du Purdue Pharma, alors qu'ils ont 800 000 morts sur la conscience. Oui. J'ai jamais vu les laboratoires Boiron ou Velleda tuer 800 000 personnes au passage, hein. Pourtant, je les verrais davantage se faire attaquer par ces groupuscules que Purdue Pharma, qui n'a aucun problème à avoir 800 000 morts sur la conscience. Il faut vérifier. La société, il faut assumer sa bonne foi. C'est une très bonne chose. Mais quand on voit ça, est-ce qu'on peut avoir une conviction en l'État ou en homme d'État? Non, mais il faut pas avoir confiance. Ça, c'est encore une réplique. Juste, c'est même pas la confiance, c'est même la foi. Parce que la Il y a confiance, pas c'est de se foi. dire, Oh là là, voilà. le mot foi, il est entre nous et Dieu. Voilà. Il n'a rien à faire en société. Mais on est avec cette idée qu'on est censé croire, ou en tout cas, on est censé. On doit assumer la bonne foi. Et c'est pas, attention, bonne foi, quand on met l'épithète bonne avant, ça ne veut pas dire la foi dans le sens divin, dans le sens religieux. Donc on doit assumer la bonne foi. Mais il faut vérifier. Quand on vérifie pas, les institutions abusent de leur pouvoir. C'est leur état naturel. Oui. Les institutions abusent toujours de leur pouvoir. C'est pour ça qu'il faut ce que les Américains appellent des checks and balances, Oui. des contre-pouvoirs. Mais la presse, c'est plus un contre-pouvoir. Et est-ce que tu trouves que ça fonctionne, ce contre-pouvoir fonctionne plus aux États-Unis ou en Europe? Non, mais en fait, il a tendance systématiquement à dysfonctionner. Mm. Il faut le fait qu'il y ait des lanceurs d'alerte prouve que le contre-pouvoir de la presse dysfonctionne Oui. trop souvent. Oui. Pourquoi? Parce que la presse est facilement cartellisable. Ben, on le voit là avec le dernier scandale, Patrick Drahi, enfin, Exactement. Rachida Dati, Cohen. Dati, Cohen le Grand et Patrick Drahi aussi. Ouais. Patrick Drahi, c'est exceptionnel. Le type a 66 milliards de dettes. Il est dans le viseur du fisc suisse, alors que même en étant en Suisse, il a réussi à sous-déclarer ses impôts. Le gars possédait BFM TV, il n'avait aucune idée de comment il rembourserait ses dettes et il était en contravention de la loi de 1986 qui interdit évidemment à des puissances étrangères de détenir des parts importantes de médias français. Alain Veil aussi d'ailleurs était en contravention de cette loi pendant une époque, notamment avec l'Express et avec RMC. RMC, c'est Bouygues, pardon. Donc, bon, on voit, Bouygues, c'est un cas d'école. Dernièrement, il y a eu une tentative de terrorisme intellectuel, mais plus bête que méchante. C'était les frères Dalton, c'était assez ridicule même. Où on a Martin Veil, rien à voir avec Alain Veil, qui a tenté d'interviewer donc ma consoeur Clémence Oudiakova chez Toxin. Et alors 3 fois il lui pose, mais bon, alors est-ce que vous êtes payé par les Russes? Est-ce que vous êtes financé par les Russes? Est-ce que et bon, mais je sais pas, enfin, vous êtes journaliste, soit vous avez une facture, un bordereau où j'ai été payé par les Russes, soit vous, au bout d'un moment, voilà, moi je vous réponds évidemment je ne le suis pas. Simplement j'ai des opinions et vous apparemment ces opinions vous permettent de fantasmer que j'ai été payé par le Kremlin. Alors, j'ai vu cette interview, j'avais été invité par Clémence Oudiakova à la suite pour en parler, et moi je suis allé faire mes recherches. Il se trouve que Martin Veil travaille pour Bouygues, donc RMC, mais Bouygues, et le groupe Bouygues a palpé des centaines de millions d'euros du Kremlin. Le groupe Bouygues, avec sa filiale Bouygues Stroy, Bouygues Construction en Russie, a touché des centaines de millions d'euros de contrats publics en Russie. Donc on a un type qui est littéralement payé par une chaîne qui s'est gavé en Russie. Toxin, ils n'ont pas un budget de centaines de millions d'euros. Il est payé par un groupe, une multinationale, qui s'est gavé en Russie, mais gavé, c'est du gavage. Et il vient dire, est-ce que vous êtes payé par Poutine? C'est du délire. Et malheureusement, c'est ça qu'on voit.
C'est-à-dire, on voit des zététiciens et des no-fake med qui vont attaquer Boiron, Velleda ou j'en sais rien, quelque autre organisation homéopathique. Mais vous avez défendu Purdue Pharma, vous avez défendu AstraZeneca. Mais ces mecs-là, ils tuent pour de vrai. Ils ont été condamnés pour de vrai. À ma connaissance, Boiron, ils n'ont pas été condamnés 20 fois pour charlatanisme. Pfizer, si, c'est un fait. Pfizer, ils ont accumulé maintenant 10 milliards d'amendes. 10 milliards. Le Canard enchaîné a plus parlé de Raoult que de Pfizer. Ah oui, il a eu 0 amende. Il a eu une suspension de l'ordre des médecins pour communication non confraternelle. C'était pas du tout pour charlatanisme. En gros, quand on le menaçait de mort au téléphone, il s'est un peu emporté. Oui, il a été menacé de mort au téléphone par le professeur Raffi du CHU de Nantes. Bon. Ah oui, professeur Raoult, il a pas été confraternel à ce moment-là, vous comprenez? Bon. Alors forcément, il doit être suspendu. Ce sont les faits. Les médias ne faisant pas leur travail, on est obligé d'avoir des médias citoyens. Et évidemment, ces médias citoyens sont attaqués par ces mêmes médias milliardaires parce que on est leur miroir, on leur montre qui ils devraient être. On leur montre, c'est comme il y a un épisode de Superman comme ça, où Superman montre à un alcoolique ce qu'il pourrait être s'il abandonnait l'alcool, etc. Mais nous, on leur montre. S'ils abandonnaient la lâcheté, s'ils retrouvaient la charte de Munich, s'ils retrouvaient le chemin de la déontologie journalistique, s'ils retrouvaient le fait qu'ils sont censés être un contre-pouvoir, porter la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres, ils nous ressembleraient. Parce que nous, en fait, on a nos limites. Moi, s'il faut attaquer Alain Veil, je l'attaque. Et qu'est-ce que tu penses justement du PAF, du paysage audiovisuel français où tu as Léa Salamé? Voilà, on sait que c'est la conjointe de Glucksmann. Voilà, la conjointe de Glucksmann qui reçoit le directeur économique de la campagne de Glucksmann pour dire à quel point c'est bien. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai à en penser? Sachant que j'ai quelqu'un que j'ai interviewé sur ma chaîne, c'est Nicolas Conquer, qui est représentant des Républicains en France, donc représentant du parti de Trump. Lui, quand il s'exprime, alors que c'est un parti étranger, Trump, le CSA, enfin l'ARCOM, déduit son temps de parole. Oui. Ce que je trouve assez logique, en un sens, parce que bon, il s'est quand même présenté aux élections en France. Donc, ok, l'ARCOM déduit son temps de parole. Pourquoi ils font pas ça avec Cohen? Pourquoi ils font pas ça avec Legrand? Legrand. Donc, il se fait choper, mais vraiment la main dans le sac, à dire ouais, alors pour Dati, on a fait ce qu'il faut. Il y a plein de gens qui regardent notre média. Notre média, c'est pas ton média. Legrand, c'est le média des Français, en fait, c'est nous qui payons. Et il y a plein de gens qui regardent notre média et on a décidé de faire barrage à Dati. Alors, double conflit d'intérêts en sandwich. Dati, on parle de la même qui a déglingué Cohen sur le plateau de C'est dans l'air, ou C'est à vous. Puis elle a déglingué propre et net. Cohen a été accusé de harcèlement. Elle lui a rappelé. Mais elle a eu raison. Elle a eu raison. De toute façon, elle a eu raison. que ça allait être charge, donc elle s'est bien préparée. Patrick Cohen arrive, il essaie de rentrer dans le lard de Rachida Dati. Elle lui dit Patoche, tes accusations de harcèlement, on en fait quoi? Parce que moi, je suis pas accusé de harcèlement, du coup. Et Cohen Gara, c'est pas bien ce que vous faites. Je fais du journalisme, en fait. Et du coup, on se dit que peut-être Patrick Cohen aurait pu nourrir un certain grief à l'endroit de Rachida Dati. J'ose pas imaginer ça, mais ça fait un conflit d'intérêt. Du coup, quand il dit on va faire barrage à Dati pour l'empêcher de gagner les élections, ça fait un conflit d'intérêt. Un conflit d'intérêt majeur, d'ailleurs. Donc, on a Legrand qui arrive, qui dit pas de problème, je vais utiliser les moyens qui ont été mis à ma disposition par le service public pour déglinguer la campagne de Dati au municipal. Et après, quand il se fait serrer, alors là, on va voir toutes les étapes du scandale. D'abord, il écrit dans l'eBay, oui, j'ai pris un café avec deux socialistes. Non, Legrand, t'as pas pris un café avec deux socialistes, en fait. Ce que t'as fait, c'est que t'as confessé devant témoins, interférer avec une élection manipulée, plus qu'interférer, manipuler une élection municipale en France. Et utiliser les moyens du contribuable, utiliser les moyens publics pour faire ça, à savoir une chaîne publique française. Donc tu as considéré que tu pouvais utiliser les moyens du contribuable, utiliser une chaîne publique pour manipuler des élections. Ce qu'on reproche à Poutine tout le temps. Sauf qu'on ne lui reproche pas d'utiliser France Info pour ça. Ou France Inter, en l'occurrence. Le mec, il a confessé ça. Ça devient non. Alors après, Cohen nous dit « Ah, mais c'est quand même pas bien de filmer les gens à leur insu. » Pas de bol. Cohen disait il y a 2 ans « C'est très bien de filmer les gens à leur insu. » Alors ça, en droit, ça s'appelle un estoppel. Quand on change sa position, ça vient de la jurisprudence normande, estoppel qui vient du mot estup, en gros tais-toi, ça veut dire tais-toi, et c'était déjà plaidé au Moyen-Âge en disant attendez, moi j'ai la preuve, cher duc, cher baron, cher chevalier, que vous aviez une position inverse il y a 2 ans, donc quand elle attaquait vos ennemis, cette position, vous la plaidiez, maintenant vous plaidez le contraire pour vous défendre, ça s'appelle un estoppel. Cohen nous a fait un estoppel magistral. Oui, il a l'éthique journalistique en fonction de sa position. Absolument, ce qui change complètement. Et enfin, dernier point, ils ont dit « Ah, elle a été montée cette interview. » Ah bon? Alors là, il y a 2 choses à dire. Mais vous passez votre temps à faire ça. Vous passez votre temps à faire des montages qui sont déloyaux. Vous passez votre vie à le faire.
On a les preuves de ça en permanence. Mais Didier surtout- Maisto, mon confrère, il avait été interviewé et immédiatement après l'avoir interviewé, il défendait les gilets jaunes. Donc le montage déloyal, mais ça c'est quelque chose qui est fait systématiquement. Mon confrère Didier Maisto, donc il est interviewé. L'intervieweur lui dit écoutez, je suis pas responsable du montage parce qu'il l'a déglingué. Mm. Il prend 1 heure de rush, 5 minutes à la fin, et en plus ils mettent évidemment la photo la plus laide, la plus dangereuse, la plus vilaine de lui, comme CNN l'avait fait pour Joe Rogan au passage. Hein. Quand Joe Rogan avait parlé de l'ivermectine, à l'époque où la FDA en personne disait que l'ivermectine était un vermifuge pour chevaux, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, l'eau c'est aussi une boisson pour les animaux alors. Donc quand on boit de l'eau, en fait, on boit une molécule vétérinaire, hein, de toute évidence. C'est ce que ces gens-là disaient à l'époque, je ferme cette parenthèse. Eh bien, Didier Maisto, ils lui ont fait une interview, mais complètement déloyale. Donc quand ils le font avec d'autres, ça passe, mais avec eux, non. Et puis le pire, c'est que là, l'Incorrect, le magazine qui a fait la captation, ils ont tout publié, là, il y a quelques jours. Mais que ce soit monté ou pas, de toute façon, il y a un contenu, il y a Oui, des mais faits. ils ont tout publié peut pas et on nier. voit que les fameux 10 points de montage n'étaient que 10 écrans de fumée, comme d'ailleurs la plainte de Patrick Cohen qui a aucune chance de prospérer. Parce qu'avec son estopel, même moi, avec une main dans le dos sans avoir passé le barreau, je l'explose. Je le déglingue là. Honnêtement, juridiquement, il est mort. Donc c'est un écran de fumée. Bah tiens, c'est aux journalistes de dire ça. La plainte de Patrick Cohen est un écran de fumée. C'est à la presse de dire ça. C'est du bidon. Il va saisir la justice, qui coûte, qui a des tas de dossiers en retard. Comme c'est quelqu'un de connecté et d'important, la justice va sans doute instruire sa plainte plus rapidement, alors qu'il y a des gens qui attendent que leur plainte pour viol soit instruite. Et en fait, elle aboutira pas, parce que c'est une plainte qui n'a pas la moindre chance de prospérer. Il suffira de juste passer l'extrait où Patrick Cohen défend exactement les méthodes qui ont été employées contre lui, et ce sera terminé. De toute façon, en droit français, on a le droit d'enregistrer quelqu'un dans un café. Oui. Donc comme ça, c'est terminé. Bon. Et bien là, on voit un scandale majeur. Et en plus, ce qui est encore plus dingue, c'est qu'il y a quelques années, quand on demandait à Patrick Cohen, on lui disait « Vous êtes un militant ». Je crois que c'est Nicolas Dupont-Aignan qui a dû lui dire ça, de mémoire, je ne sais plus exactement. Il dit « Ah ben pas du tout, pas du tout ». Et alors, il nous sort « Je porte haut les valeurs du journalisme ». Et tu sais même pas ce que c'est que le premier devoir de la charte de Munich, Patoche. De quoi tu parles? Et il peut venir ici faire un droit de réponse, hein, tu peux le citer. Moi, je peux venir lui répondre aussi et l'interviewer, lui demander s'il connaît bien sa charte de Munich, s'il considère que c'est la pratiquer d'avoir fait tout ce qu'il a fait, de déclarer dans un café qu'il veut flinguer la campagne de Dati alors que c'est pas son métier, et ce juste après que Dati l'ait flingué lui à l'antenne, Complètement. de façon justifiée, parce que harceler les gens, c'est mal, au passage. Et ben ça, c'est un scandale en effet. Et tu as cité Joe Rogan tout à l'heure. C'est vrai qu'aux États-Unis, on voit émerger déjà depuis quelques années un vrai contre-pouvoir, notamment ces créateurs indépendants. Ouais. En France, et dans le monde francophone, en dehors de toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Ah mais il y en a plein, ça y est, et il y en a de gauche, il y en a de droite, c'est ça qui est beau. Alors, la gauche a mis plus de temps, mais dans la gauche historique, on avait Didier Maisto, mais après Didier Maisto était président de Sud Radio, donc il a été président d'une antenne quand même de droite. Cela dit, Sud Radio a interviewé pas mal de gens de gauche aussi, mais Didier Maisto était un homme qui avait oscillé entre la droite et la gauche, mais qui a défendu Mélenchon en 2017, et il a été président de Sud Radio. C'est un homme de gauche par ses convictions. Alexis Poulain, avec la revue de presse du Monde Moderne, qui est un type remarquable. Alors là, c'est un homme de gauche absolument droit. Toujours à gauche, le média de référence, le média, l'étalon or qui a été conçu par la génération Z, c'est le Canard réfractaire. Alors, eux, c'est vraiment tout ce qui se fait de mieux en matière de médias indépendants de gauche, autofinancés. Ils fonctionnent comme une coopérative, oui, parce que c'est toujours très marrant de voir des gens de gauche qui ont été des patrons de la CGT, par exemple, utiliser l'argent du syndicat pour faire des travaux chez eux, quoi. Bon, le Canard réfractaire, ils mangent pas de ce pain-là. Ces mecs-là, leurs médias fonctionnent comme leurs idées. Ça, c'est le niveau quand même Donc ça suprême. existe encore. Ouais, ils fonctionnent en coopérative. Ils pourraient s'enrichir, hein, ça serait très facile pour eux de mettre de l'argent de côté, etc. Ils fonctionnent en coopérative. Ils ont des conseils de rédaction qui sont tout à fait mutualistes, comme Proudhon. Et c'est pour moi l'étalon or du média citoyen. À gauche, c'est le Canard réfractaire. Je vois personne qui leur arrive à la cheville. Mais on a des très très bons médias aussi de gauche, comme la revue de presse du Monde Moderne. À droite, bien sûr, on a Toxin, on a Ligne Droite de Radio Courtoisie, on a TV Liberté, qui est un média exceptionnel et qui est autofinancé. Donc on a quand même, et j'en oublie après, hein, de tout un tas d'autres intervenants de très grande qualité, Pouch, Nicolas Vidal, Pierre-Yves Rougeron, le Cercle Aristote. Non, aujourd'hui, on a un PIF, un paysage Internet français. Il existe, il est très suivi. D'ailleurs, il existe tellement que les terroristes intellectuels passent leur vie à essayer de le dénigrer de la façon la plus sale. Dans les médias mainstream, on les voit jamais. Oui. Leur parole n'est jamais relayée. Parfois, on voit des intervenants qui font le lien entre le PIF et le PAF, le paysage audiovisuel français, le paysage Internet français. Par exemple, Régis Le Sommier, qui est l'ancien numéro 2 de Paris Match. C'est quelqu'un qui est un grand reporter de guerre. Il a écrit un excellent ouvrage qui mériterait d'être étudié en géopolitique, qui s'appelle « Qui est le diable, l'autre ou l'Occident ?» et qui est pour moi du niveau d'un Brzezinski. Donc on est quand même sur quelqu'un qui est de très haut niveau.
Et Régis Le Sommier, il y a un détail personnel que je peux partager sur lui. J'en ai connu des reporters de guerre, et tous ceux que j'ai connus, sans exception, sauf lui, avaient un regard mort. Parce que voir des cadavres dans des sacs poubelles, voir des cadavres qui ont été sous la neige pendant toute une saison et qui sont à demi décomposés, au bout d'un moment, on vrille. Au bout d'un moment, voilà, on peut plus, parce que dans le monde civilisé, on voit pas ça. Et lui, il a vu ça pendant 25 ans. Et c'est encore quelqu'un qui est d'une profonde humanité. Il vient d'avoir des enfants il y a quelques années encore, et il a un regard vraiment qui traduit cette profonde humanité qu'il a et cette compassion qu'il a. Et ça, c'est pour moi le summum de sa valeur professionnelle. Parce que tous les autres reporters de guerre que j'ai connus, même s'ils pouvaient être très professionnels, ne pas mettre la vie en danger de leur équipe et bien rapporter les faits et respecter la charte de Munich, ils avaient un regard mort. Lui, non. Et Régis Le Sommier, donc ancien numéro 2 de Paris Match, a créé son propre média, Omerta, que je salue, dans lequel d'ailleurs j'ai commis un article sur l'affaire des pédophiles de la RTS, qui est un scandale majeur, dont les Suisses n'ont pas été informés. On va en parler. Ça, c'est un des scandales les plus affreux de l'histoire suisse. Et malheureusement, il a été étouffé de la façon la plus brutale. Quoi qu'il en soit, donc voilà, Régis Le Sommier, Omerta, tout ça, ce sont des médias qui ont alors accusé d'être pro-russes, bien entendu, comme Caroline Galacteros, comme Éric Denessé. Feu Éric Denessé, ancien espion français, ancien officier de renseignement, homme remarquable, qui est mort dans des circonstances extrêmement suspectes. On a même donc un très haut cadre de la DGSE, à savoir Alain Juillet, qui a dit que des informations qu'il avait, Éric Denessé, qui était un confrère, je l'ai reçu plusieurs fois sur ma chaîne, se serait donc suicidé avec du 22 dans son véhicule, et on n'a aucune empreinte digitale de lui sur le fusil. Il portait pas de gants. Éric Denessé faisait le lien entre le pif et le paf aussi. C'était un confrère remarquable. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça existe et c'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Une idée dont l'heure est venue ne peut pas être arrêtée. C'est inarrêtable aux États-Unis. On voit le cas avec Tucker Carlson, qui est licencié de Fox News, où il faisait 1 ou 2 millions de vues, ce qui est tout à fait honorable. Il va faire une interview de Vladimir Poutine. La NSA tente de le dissuader. C'est une histoire de fou. Tucker Carlson fait une interview de Vladimir Poutine, ce qui est normal. C'est du journalisme, ça s'appelle. En aucun cas, il a été complaisant avec lui. Juste, il donne le point de vue de la partie adverse. Très bien, c'est du journalisme. Respecter le contradictoire, ça s'appelle. La NSA le contacte en disant « Vous allez interviewer Vladimir Poutine, nous ne le souhaitons pas. » Il leur demande « Mais comment vous savez ?» La NSA lui dit « On a piraté votre signal. » Alors là, stop, on arrête tout. En fait, il y a un truc qui a été voté aux Nations Unies, qui s'appelle la Déclaration universelle des droits humains. C'était important à l'époque. C'était censé, on disait que la France était le pays des droits de l'homme. Enfin, on a envahi des pays au nom des droits de l'homme. On a tué des gens. Alors, bon, c'était important. Et dans la Déclaration universelle des droits humains, il y a l'article 12 qui dit que tout homme a le droit à la protection de sa correspondance. Donc la NSA, en allant dans Signal, viole les droits humains de Tucker Carlson. Alors accessoirement, Edward Snowden a démontré que les États-Unis violaient les droits humains de façon industrielle. Puis de toute façon, maintenant, on en parle beaucoup avec Pavel Durov, Telegram, qui Chat control. publiquement dit que la France lui a demandé d'accéder aux conversations. Et pas pour des raisons de pédocriminalité, etc. Donc voilà, pour terminer, Tucker Carlson interview finalement Poutine. Alors ça, c'est du respect limpide de la charte de Munich, c'est-à-dire diffuser la vérité, quelles qu'en soient les conséquences pour soi-même. Bon, là, les conséquences, c'était que la NSA lui mettait un coup de pression. Il y a peu de gens qui peuvent résister à ça. Et là, il fait 1 milliard d'impressions. Idriss, on a parlé de la consanguinité du paysage audiovisuel français avec les politiques. Aujourd'hui, on vient d'assister à la nomination de Sébastien Lecornu. Il y a quelques mois, il y a eu le scandale Brigitte, Macron, la gifle. On a successivement, on perd des grosses entreprises. On parle beaucoup de la souveraineté de la France, qui est en risque. Et là, moi, j'en parle parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, notamment Exaion. On en a parlé récemment avec Sébastien Gouspillou. Donc, un grand data center français qui appartient à EDF, qui va être vendu à un géant international américain. Parle-nous justement de ces sujets-là, de la France, de son risque, de sa souveraineté, de sa fébrilité sur en géopolitique internationale. Alors, on va commencer par les bases. Sous le grand Charles, sous De Gaulle, tu fais ça, t'es rectifié direct. C'est le terme qu'utilisera Pierre-Yves Rougeron, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que, comme l'expliquait très bien Arnaud Montebourg, que je salue, c'est vraiment un héros, on a tué sa carrière pour ce qu'il a fait. Il y a eu Péchinet, leader de l'aluminium, ArcelorMittal, parmi les leaders dans la métallurgie, dans l'acier. Alstom, donc
donc leader sur les turbines avec des tas de brevets, etc. Et c'était vraiment un instrument de souveraineté, Alstom, parce que on en faisait les turbines des sous-marins nucléaires, donc ça Ouais. rigole pas. Tout ça, ça a été vendu. Latécoère, Gemalto, etc. Mais sous De Gaulle, t'envisageais la possibilité de la velléité de l'ombre de l'ambition de balancer une part 10% d'Alstom aux Américains, Mm. tu disparaissais. D'accord? C'est è pericoloso sporgersi, tu sautais d'un train. Et là, ça va. Pour la désindustrialisation de la France, c'est parti d'un grand plan. Elle est voulue, oui, elle est voulue. Et comme l'explique très bien Arnaud de Montebourg, il n'a pas utilisé ce terme, mais je l'utilise parce que je suis journaliste citoyen, je peux me le permettre. Le prix de la passe est à 15 millions en France. Tu veux balancer Alstom, 15 millions. Donc Bah là, tu avec files Alstom aux Américains, le prix de la passe, c'est 15 millions. Et avec Exaion, c'est un deal qui a été conseillé par l'ancien patron d'Engie. Mais bien sûr, bien sûr. Et alors que ça devait rester en France. Bien sûr. Parce qu'en plus, aujourd'hui, on ne devrait jamais se chauffer de façon dumb. Tu as le dumb et le smart. Donc, tu peux te chauffer de façon intelligente, tu peux te chauffer de façon débile. D'ailleurs, on avait dit au nom du smart grid, smart whatever, c'est là qu'on avait imposé Linky, au passage, qui est une énorme douille, pour le coup, c'est pas smart. Mais on ne devrait pas se chauffer sans miner, par exemple, ou sans faire du data center, render farm, tout ce qu'on veut, parce que de façon très claire en physique, c'est extrêmement simple. Quand tu passes du courant dans une résistance, tu chauffes, mais quand tu passes du courant dans un ordinateur, tu chauffes aussi. Et sauf que tu as en plus, bien sûr, le service digital rendu par l'ordinateur. Et le service digital ne coûte pas plus cher en termes de kilowattheure. Il n'y a pas de kilowattheures qui sont perdus dans le service digital rendu par l'ordinateur. C'est la loi d'Ohm, U égale RI, elle est la même pour un ordinateur ou pour une résistance chauffante, un chauffe-serviette. Donc, soit tu as un chauffe-serviette où tu passes ton courant dedans et le seul service qui te rend, c'est la chaleur, soit tu as quelque chose qui te rend le service de la chaleur de façon ancillaire, mais également qui te rend un service digital. Donc, tout le monde, on aurait dû faire un grand plan national. D'ailleurs, à Vancouver et à Seattle, ils veulent déjà chauffer les piscines avec des mineurs. On aurait pu, en plus, récupérer les excédents d'électricité. Enfin, tu en as parlé, Sébastien Gouspillon en a parlé, tout le monde. On l'a pas fait. C'est voulu. C'est voulu. On ne veut pas que la France soit compétitive sur le plan industriel. Par exemple, l'Allemagne ne veut pas que la France ait un kilowattheure pas cher. C'est pour ça qu'elle veut que la France déglingue son nucléaire, mais aussi déglingue son hydroélectrique. La France avait des avantages comparatifs spectaculaires, issus du général de Gaulle, issus des excellents ingénieurs, notamment celui du nucléaire, j'ai oublié son nom. Ah, ça y est, ça m'est sorti de la tête. Enfin, c'est un immense nom qui a créé le nucléaire français. Et on avait un avantage comparatif énorme. On aurait pu avoir un kilowattheure à 5 centimes. Mais de toute façon, on a toujours dit que la France et l'Allemagne étaient les leaders d'Europe, mais aujourd'hui, l'Allemagne et la France ont des intérêts complètement divergents. Déjà, revenons sur le détriment de terme la France. couple franco-allemand. Okay, là, on va citer Oldelaf. La tristitude, c'est quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. L'Allemagne, elle fait de l'échangisme un peu sans nous. On n'est pas elle n'est pas au courant qu'on est en couple. Donc, on a vraiment l'impression d'être le bêta-cuck de base, qui est là, non, mais c'est ma copine, en fait. Ouais, non, pardon, mais Olga, à Berlin, elle sait pas que t'es sa copine ou son copain. Tu vois. Elle a même pas entendu parler de toi. On est le cocu du couple franco-allemand. D'ailleurs, les Allemands n'utilisent pas ce terme. Les Allemands n'utilisent pas le terme couple franco-allemand. Tu verras ça nulle part dans la presse allemande, sauf peut-être quand il y a une visite d'État. Mais nous, on l'utilise, alors que nos intérêts sont complètement opposés. Exemple, Berlin veut l'arme nucléaire française. Mais vous êtes pas dingue? Moi, pareil, journaliste citoyen, j'ai envie d'arriver, mais Berlin, tu sais ce qui se passe quand tu as des armes de destruction massive. On va pas en reparler. On va pas avoir la cruauté de rappeler des événements difficiles. Bon, tu n'as pas à Berlin la maturité d'avoir des armes de destruction massive. C'est pour ça qu'il y a eu l'ONU. C'est pour ça que c'est la France qui a un siège au Conseil de sécurité et pas toi. Parce que tu as quand même tendance à déconner dès qu'on te donne des moyens de destruction massive, Berlin. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Ton histoire pèse sur tes épaules. Bon, nous, on dit, ouais, pas de problème, on va faire un siège commun entre Berlin et Paris au Conseil de sécurité de l'ONU, et puis on va mettre notre bouton nucléaire à disposition de l'OTAN, voire de l'UE, soyons dingues. Attendez, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Tallinn, en Estonie, est menacée par les Russes, on doit bombarder Moscou? Nous, on a, max, on a 150 ogives nucléaires. Les Russes, ils en ont 7000. On fait quoi? Ah oui, pas de problème, on leur fera très mal, ouais. On leur fera très mal, mais on n'existera plus. On aura cessé d'exister. On sera chaleur et lumière. C'est ce genre de conneries qui nécessite encore une fois une presse indépendante pour que le public soit au courant de ce que, quand on nous parle de couple franco-allemand, c'est de la bullshit. Et que quand l'Allemagne nous dit ça serait bien d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité et le partager avec la France, c'est niette. Et quand on nous dit qu'il faudrait aussi partager l'arme atomique française, voilà les conséquences. Et enfin, quand on nous parle de désindustrialisation, de tertiaire, les conséquences que ça donne. Au passage aussi sur le vivre ensemble et l'immigration.
On peut absorber de l'immigration quand on a des usines, il y a pas de problème. Parce que pour vivre ensemble, il faut travailler ensemble. C'est mieux, voilà. Bien sûr. Et bon, on peut absorber de l'immigration subsaharienne ou maghrébine sans aucun problème quand on a de l'emploi. Mais on n'en a plus parce qu'on a vendu nos fleurons industriels. Alors vous allez dire: «Oui, on va faire venir de l'immigration pour des postes de cadre à la défense». Mais enfin, on n'en a pas suffisamment pour absorber. Donc ça a aussi des impacts sur la société française qui ne sont pas discutés dans la presse parce qu'ils sont caricaturés systématiquement comme, éventuellement d'extrême droite ou d'extrême gauche ou que sais-je, mais pas d'extrême centre. Donc là, c'est pas de l'incompétence. Selon toi, c'est une machination. Mais alors, d'où ça c'est quoi? C'est l'État profond? C'est, Non, mais il y a un intérêt très simple pour l'Union européenne que la France devienne une région. C'est tout. C'est Bruxelles, pas Bruxelles en donc tant ça que serait pas capitale des d'influence Belges, extérieure mais puisque ça il y a l'est. Ça parce qu'il l'est. dit Macron, en fait, Non, mais envoyé par les Macron veut États-Unis, rendre la etc. France ingouvernable à l'intérieur pour mieux la gouverner de l'extérieur. Mmh. Il le souhaite, il le désire. D'accord. C'est ce qu'avait très bien expliqué Gaël Giraud, donc chercheur au CNRS, expert en finance et jésuite, chez Thinkerview. Il avait expliqué, en 82, Mitterrand nationalise la banque Rothschild. Bon, alors là, les Rothschild, s'il y a bien un truc qu'ils aiment pas, c'est qu'on nationalise leur banque. Napoléon a essayé à Naples, ça s'est très mal terminé. Et à l'époque, même les Rothschild avaient l'information de la victoire de Waterloo, victoire côté anglais, avant Londres. Mmh. Donc ils ont fait une spéculation mais colossale sur les obligations britanniques parce qu'ils savaient 24 heures avant, par leur groupe qui allait devenir Havas au passage, que Napoléon avait perdu la bataille de Waterloo. Donc les Rothschild, s'il y a bien un truc qu'ils aiment pas, c'est qu'on nationalise leur banque. Et Gaël Giraud dit, bah voilà, à ce moment-là, ils vont se créer une sorte de tueur à gages économique. Le terme est de John Perkins, qui a écrit un bouquin, Tueur à gages économique, où il expliquait comment il détruisait les économies de certains pays pour le compte de la CIA. C'est une méthode. Et ce tueur à gages économique, c'est Macron, en France. Et alors lui, il a liquidé la France. C'est la vente au rabais. D'ailleurs, il y a un rapport qui est apparu, un livre même, c'est plus qu'un rapport, qui démontre que toutes les privatisations en France ont été faites sous les 60% de la valeur du bien. Autoroute Oui. de France, 60%, et 60% c'est le max, c'est quand la négociation était parfaite. 60% de la valeur du bien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est gavé de 40% de plus-value sur le dos des Français. Mais là, c'est le cas avec Exaïon. C'est La le cas avec valorisation, Exaïon, c'est le cas avec Alstom, c'est le cas avec Gemalto, c'est le cas avec Péchinet, c'est le cas avec ArcelorMittal, c'est le cas avec toutes les boîtes qui ont été liquidées en France pour une fraction de leur valeur. Eh bien, si on se reporte par exemple à l'excellent film d'Henri Verneuil, Le Président, mon agent Gabin, qui dit « Eh bien, ceux qui ont coûté 2 milliards à la France, ils devront en rendre des comptes. » C'est terminé, ça. C'est terminé, on peut coûter 2 milliards à la France. Le patron d'Alstom peut laisser un otage économique, à savoir M. Pierucci, c'est une histoire de fou. On a un cadre d'Alstom qui est inculpé par les Américains pour corruption, au titre de l'extraterritorialité du droit américain, parce que le dollar est utilisé dans une transaction. Donc, je rappelle le contexte, pareil, que Libération a la pudeur de ne pas trop nous expliciter. Eh bien, le contexte, c'est que les Américains considèrent que quiconque fait une transaction en dollars est assujetti au droit américain, ce qui est une violation patente de souveraineté, accessoirement. Comme il y a eu des transactions en dollars qui ont été faites parce que le dollar est la monnaie monde, si on veut acheter n'importe quelle matière première, il faut payer en dollars, donc on n'a pas le choix. Eh bien, Pierucci se retrouve inculpé par une procureure américaine de corruption. Il est maintenu en prison dans les circonstances les plus dures, avec ce qu'on appelle le diesel treatment, c'est-à-dire s'il ne coopère pas, à 5 heures du mat, on le réveille, il vient à peine de se faire des amis pour pas forcément se faire violer dans les douches par des sicarios nicaraguayens, et bien hop, on le change de prison. Voilà. Ça, c'est une violation des droits de l'homme d'après Amnesty International. Ils le font sans problème. Et le but, c'était de le faire flancher sur Alstom. Pierucci est resté presque 1 an en prison, même plus que ça d'ailleurs, en plusieurs fois, quoi. Pas 1 an d'affilée. Et il a dû mettre sa baraque en hypothèque. C'est un otage économique, c'est comme ça que ça s'appelle. Du coup, ça a permis de faire la vente d'Alstom pour une fraction de son prix. Et qui était donc, bien sûr, une perte de souveraineté. Qui s'y opposait? Montebourg. Montebourg a giclé de Bercy parce qu'il s'y opposait. Qui on a mis à sa place? Macron, qui s'y opposait pas du tout. Parlons maintenant, on a parlé de la souveraineté dégressive de la France, de la consanguinité avec les médias. Parlons maintenant du couple. Est-ce qu'il fragilise la France à l'international? Ah bah non, mais là, La succession de scandales et de mystères, la finalement. France, ça y est, maintenant, c'est private joke, là. On n'est plus pris au sérieux nulle part. Entre Macron qui dit d'un chef d'État africain il est parti réparer la clim. Non mais, je rappelle que Sarko, parce qu'il avait dit l'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire, s'était déjà pris le shitstorm du siècle. Et Chirac lui avait répondu: ah, écoutez, je ne sais pas, mais il me semble que l'homme africain est déjà rentré dans l'histoire, il y est même déjà rentré le premier. Parce qu'après tout, quand même, Homo sapiens sapiens, c'est en Afrique qu'il est apparu. Et là, on a Macron, alors, qui donc a créé le verbe macroner, aussi bien en Ukraine qu'en Russie. C'est du génie. C'est du génie.
Moi, je veux bien être appelé clivant tant que je veux, mais ça, là, c'est plus du clivage, là. Là, c'est le prix Nobel de la fission nucléaire. Là, le type, il a séparé l'atome, c'est pas possible. Le mot macroné est utilisé aussi bien par les Russes que par les Ukrainiens. Donc les Ukrainiens utilisent ce mot pour dire quelqu'un qui tient pas sa parole, et les Russes l'utilisent pour dire quelqu'un cause toujours. Le deuxième réseau diplomatique mondial il y a 10 ans, la France. Premier espace maritime au monde, 13 fuseaux horaires. Voilà où on en est. Mm. Derrière, on trouve rien de mieux que d'envoyer un ambassadeur LGBT au Cameroun. Je sais pas, il n'y a pas d'autre priorité pour l'Afrique. Il n'y a pas de problème, hein, mais est-ce que c'est vraiment ça que la France veut représenter en Afrique en tout cas? Mais les droits LGBT, on peut en parler tant qu'on veut, on fait tout ce qu'il faut pour en France, La France. on est un pays très tolérant, mais est-ce que l'image qu'on veut envoyer aux Africains, c'est, attendez, il y a la malaria, il y a le sida, il y a l'Ebola, il y a la guerre civile, il y a les raids de Boko Haram. Non, nous finalement, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de vous faire la leçon, parce que c'est comme ça que c'est perçu. Ah oui, mais c'est l'Occident qui passe son temps à faire la Qui leçon fait la leçon? à l'Orient, à l'Afrique, parce qu'on veut leur imposer notre mode de pensée. Ils ont des gamins Et qui parce crèvent la que- bouche ouverte de la malaria, et on leur dit non, mais d'abord, on va commencer par vous parler de la Gay Pride. Ça va pas. Ouais, Les c'est- Africains, ils comprennent pas ça. ouais, Et donc, c'est notre la réseau propagande du diplomatique, wokisme. c'est notre. Puis en plus, le wokisme, on peut en parler 5 minutes, Mm. c'est une escroquerie absolument totale. Les années 80 avaient quasiment éradiqué le racisme aux États-Unis, en particulier culturel. Parce que le racisme culturel est le premier, le plus important. Exemple, Forest Whitaker, il n'a pas attendu le wokisme pour jouer l'équivalent d'Alain Delon dans Le Samouraï de Melville, à savoir Ghost Dog de Jim Jarmusch. Donc Jim Jarmusch, il fait un remake du Samouraï de Melville avec Alain Delon, icône de la droite quand même, il faut le dire. Il met un noir, il n'a pas attendu le wokisme pour faire ça, et le mec il crève l'écran. Il méritait un Oscar. Je rappelle aussi que dans The Shawshank Redemption, qui est régulièrement cité par l'Internet Movie Database comme un des meilleurs films de tous les temps, eh ben, on a un personnage irlandais qui s'appelle Red. C'est un noir qui le joue, c'est Morgan Freeman. Pourquoi il le joue? Pas par wokisme, parce que c'est un très bon acteur et qu'il équilibre extrêmement bien le jeu de Tim Robbins en face. Oui, donc tu veux dire, il y a 20 ans, il y a des grandes stars Il africaines. n'a pas attendu le wokisme pour afro-américaines émanciper qui- les Noirs aux États-Unis. Jackson, Et Martin Oprah, Luther King, il etc. n'était pas wokiste, donc c'est même une insulte à Malcolm X, à Martin Luther King, à Rosa Parks, que d'inventer cette espèce de succès d'année commercial, parce qu'il y a des fortunes qui se sont faites dessus, pour des gens qui ont fait une vraie lutte pour les droits civiques. Encore une fois, à savoir Sidney Poitier, Rosa Parks, Martin Luther King Jr. et bien sûr donc Malcolm X, et Mohamed Ali, accessoirement, qui n'était pas tellement woke non plus. Bon. Donc en fait, on a deux grands courants de pensée dans l'Occident. Il y a le wokisme et maintenant on voit une montée de Ça devrait discours pas qui être un vont courant créer de une haine. pensée. C'est- Tu vois, c'est- Charlie Kirk par exemple. Ouais. Ou non, pardon, là on va couper. L'Ukrainienne qui a été tuée. Irina Zalutska. Voilà, qui a été complètement instrumentalisée par des médias qui, eux, veulent créer une scission sociale. Ah bah, créer de la les haine cas, comme tu le raciale. sais, j'ai fait une vidéo dessus. Le cas Ouais. Irina Zalutska, je le connais sur le bout des doigts. On a vraiment les conséquences d'une intoxication avec un racisme. C'est-à-dire, on a un schizophrène qui ne devrait pas être là. Je ne prends pas sa défense, mais il est schizo, c'est un fait. Oui, oui, oui. Bon, est-ce qu'il va avoir la peine de mort ou pas? On verra, mais en tout cas, il est schizophrène. Apparemment, ça a été demandé par Trump. Oui, mais Trump, il demande ce qu'il veut parce qu'il fait de la politique, mais c'est pas lui qui plaide, c'est pas lui le procureur. Donc voilà, il dit je veux. Après, si c'est un procureur républicain, il y a de fortes chances qu'il requiert ou qu'elle requiert la peine capitale. Mais bon, on a des tueurs en série qui n'ont pas eu la peine capitale parce qu'ils ont obtenu des deals, mais lui, De Carlos Là, de Juan Brown, il pourra pas. C'est comme ça qu'il s'appelle, De Carlos de Juan Brown. De Carlos de Juan Brown, il est schizo. Et il se retrouve il est schizo et multirécidiviste, 14 condamnations. Puis des condamnations graves, hein. Avec des violences aggravées, avec des tentatives de meurtre, des braquages, détention illégale d'armes à feu, et puis un petit excès de vitesse à la fin, voilà, pour parachever. Il a rien à foutre là. Soit il est en hôpital psy, soit il est en tôle. Bon. Il a été libéré par une juge qui avait un conflit d'intérêt majeur puisqu'elle était financée par des ONG qui touchaient des subventions quand elle libérait des multirécidivistes. Il y a un problème. Ça, c'est un conflit d'intérêt. Dans ce cas-là, sa campagne est financée par des ONG qui ont des intérêts patents à faire libérer des multirécidivistes. Or, le contrat social, c'est quand même la base. On doit pouvoir prendre des transports en commun sans risquer de se faire buter. Enfin, ça va, je pense que c'est pas l'extrême droite de dire ça. Normalement, on doit pouvoir monter dans un métro sans se faire poignarder. Irina Zalutska, elle se fait poignarder gratos, égorgée. Alors là, pareil, hein, la titraille de CNN qui nous met comment le parcours d'un habitant de Charlotte et d'une réfugiée ukrainienne a culminé en un poignardage. Comment ça? Mais c'est pas Forrest Gump, là. Le mec, il l'a égorgé, point. C'est ça qu'il faut écrire, c'est de la presse. Il l'a égorgé, on voit les photos, c'est du sang artériel, c'est rouge. Bon, il lui a ouvert la carotide, précisément. Et tu penses qu'en France, justement, la France va être atteinte de ce mal-là? Elle l'est déjà. Elle l'est déjà. Enfin, je veux dire,
on voit qu'il y a aujourd'hui des lobbies qui veulent inventer de grandes causes nationales en lieu et place de choses beaucoup plus importantes. Donc, et on voit aujourd'hui aussi que les tensions communautaires sont attisées au maximum. D'accord. On invente des termes et même cette petite musique, tous les blancs sont racistes. Je l'entends de plus en plus en France. Je ne l'ai pas entendu avant. Alors que la France, parfois avoir voyagé pour voir, je suis bien placé pour le savoir, je suis racisé, même si je déteste ce terme. Non, des pays vraiment racistes, faut penser à la Chine, faut penser au Japon, faut penser à la Corée. C'est pas qu'ils sont racistes par culture, mais c'est que quand on a si peu d'immigrés, on est choqué de voir la moindre personne une couleur de peau différente. Oui. Quoi. Et en France, et même eux le disent, il suffit de voir ce qu'écrivent les Chinois sur Tencent, ou ce qu'écrivent les Japonais sur les réseaux, ou bien les Coréens sur Kakao Talk, quand ils visitent Paris. Voilà. Bon, si nous on écrivait ça, si des Français écrivaient ça, ils seraient en correctionnel. Donc, non, la France n'est pas un pays raciste. Les gens racisés sont de plus en plus stigmatisés et on voit de plus en plus émerger, les médias en parlent de plus en plus, de racisme anti-blanc aussi. Là, à partir du moment où on dit tous les blancs sont racistes, c'est du racisme anti-blanc. Bien sûr, bien sûr. C'est juger les gens, dans la définition de Martin Luther King, c'est juger les gens pour leur couleur de peau et non pour leur caractère. Toutes les communautés se sentent en ce moment discriminées. On essaie de créer une guerre, en effet, entre différentes communautés et j'ai l'impression que ça fonctionne très très bien, oui. Et les dernières dates, c'est la dernière cérémonie des JO où c'était justement le profil, je dirais, classique d'antan, famille blanche, classique, hétérosexuelle, qui eux se sentaient discriminés parce que pas représentés à l'écran. Oui, et puis même Il y avait eu ce il y retrait-là a eu aussi. ce clivage sur une cérémonie qui était quand même d'un certain mauvais goût et qui représentait une volonté d'évangéliser. Enfin, il y avait une volonté politique de faire un statement, quoi, qui à minima aurait dû être placé devant un vote ou devant une décision collective. Parce que bon, c'est les Jeux Olympiques, c'est pas un moment d'évangélisation particulier pour une cause particulière ou une esthétique particulière. Surtout vu le prix qu'elle a coûté. Enfin, de toute façon, les Jeux Olympiques, ça je renvoie aux travaux de mon confrère Romain Molina, qui est le spécialiste sur la corruption du Comité olympique international et les contrats léonins qu'il impose aux villes hôtes, les fameux contrats de villes hôtes pour héberger les Jeux Olympiques. Le CIO, c'est exceptionnel. J'en parlerai à Karim Bouamran qui est censé venir aussi et lui qui était au comité des JO aussi. De toute façon, rien que le nettoyage de la Seine, ça aurait dû donner lieu à une enquête anticorruption 1,4 milliard. Donc 1,4 milliard, ça fait entre 5 et 10 hôpitaux. Donc on a dépensé entre 5 et 10 hôpitaux, des bons hôpitaux. À l'IHU de Marseille, ça a coûté 200. Donc et voilà, 5, ça ferait 10. Donc ça ferait, là en l'occurrence, ça ferait 7 IHU de Marseille. Qui est juste le centre de référence pour les épidémies en Europe. Qu'on aime Didier Raoult ou pas, c'est un fait, c'était le plus cité. Même, de toute façon, même les soviétiques à l'époque, avant l'IHU, avaient convoqué Didier Raoult pour une épidémie à Astrakhan. Donc, 7 fois ça, pour une scène qui est pas baignable. Et ce qu'il faut dire, c'est le rayonnement de la France, c'est le rayonnement de Paris. Oui, mais c'est déjà oublié. De toute façon, ça a créé un scandale international, c'est un fait. Il suffit de regarder les médias. Et il y a eu même des demandes de réparation, il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Enfin, ça n'a pas du tout fait rayonner Paris de ce point de vue-là. On aurait pu croire finalement que ça sert à Rachida Dati, le fait qu'il y a un désamour profond d'Hidalgo et de tout ce qui a été fait. Mais finalement, ça ne lui sert pas non plus. Mais alors, Hidalgo, c'est aussi un sujet en soi. Là, dernièrement, viennent d'exploser le scandale de ses dépenses somptuaires avec la mairie de Paris. C'était hier, je voyais Voyage à New York. Voyage à New York, manteau Dior, blouse Dior, voilà. Burberry. Il y en a au total pour 120 000 euros. Ouais. Non, mais là, il faut replacer les choses dans leur contexte. Mais T'es patron de PME, tu t'achètes un ordinateur avec l'argent de ta boîte. Oui. Bracelet. Si tu tombes sur un proc un peu vénère, bracelet. Ah non, mais je connais très bien le cas de quelqu'un qui avait donné une Clio d'occasion de la boîte dont la valeur à l'Argus devait être représentée 2 000 euros à son assistante. Bracelet. Les contrôles fiscaux pour des tickets McDo. Voilà. Y a des... Donc, abus de biens sociaux, pénal, bracelet. Donc, le type a pris du bracelet, c'est-à-dire une peine aménagée concrètement, donc du ferme avec un casier judiciaire, parce qu'il a laissé une Clio d'occasion dont la valeur à l'Argus était 2 000 euros à son assistante. Et c'est sa boîte, c'est son argent. Mais c'est très cohérent avec... C'est pas l'argent du contribuable. Avec l'enveloppe noire des députés, où ils ont plusieurs milliers d'euros par mois qui ne sont pas... On en revient au journalisme citoyen. Quand on a d'un côté... Est-ce que c'est Léa Salamé qui va parler de ça? Bien sûr que non. Glucksmann est dans le même parti qu'Hidalgo. Aucune chance. Le PS, c'est un appareil, c'est quand même quelque chose. Donc, il a besoin de cet appareil et Hidalgo tient une partie de cet appareil. Donc, à quel moment la compagne de Glucksmann va aller ouvrir le JT sur ce qui serait un scandale?
Je veux dire, dans les pays scandinaves, tu prends ta carte bleue du ministère pour avancer l'argent d'un samplon 95 dans le Jutland un vendredi et tu rembourses lundi, t'es viré. T'es viré, tu fais ça, t'as avancé l'argent, tu rembourses lundi, t'es viré. Parce que culturellement, le simple fait que t'aies eu l'idée saugrenue de prendre une carte du public pour avancer l'argent de ton plein, parce que t'avais pas ta carte avec toi, parce que whatever, c'est terminé, on peut pas te faire confiance. Et là, t'as Hidalgo qui prend de l'argent de la mairie pour s'acheter. Mais encore une fois, si tu fais ce que t'as fait, ce qu'elle a fait elle avec ta boîte, bracelet électronique direct. Mais c'est comme après Bérou, je ne sais plus si c'est avéré, mais il y a eu le scandale où la même semaine où il a demandé aux Français Ah oui, de travailler 10 rénovation jours de la de mairie plus. de Pau, 40 000 Voilà. balles. C'est pour Et ce puis le bureau, siège 40 de 000 Gérard euros. Larcher, 45 000 balles aussi, voilà. Tranquille, tranquille. Et vraiment, là, on voit ce que c'est qu'une république bananière. C'est-à-dire, ils s'en foutent. C'est l'impunité la plus totale. De temps en temps, il y en a qui vont sauter parce qu'on veut les faire sauter, genre Fillon. Alors là, le parquet national financier. Ça se mange sans fin, ça. Immédiatement, le parquet national financier, tout s'est fait rapidement. Je crois qu'on a bouclé la boucle puisque on a parlé de toi et on va revenir à toi juste après. On a parlé de politique française, internationale, des grands enjeux qu'on connaît aujourd'hui, la crypto, l'IA, l'énergie. Et là, maintenant, on va reparler de toi pour nos questions spéciales pour les réseaux sociaux et celles qu'on pose à tous nos invités. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent pour les inspirer à lire, à voir? Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie? Ah oui, il y en a plusieurs. Bon, t'as c'est des poésies, surtout, j'ai écrit un bouquin de poésie qui a très bien marché, qui est chez Victor Lebrun, donc Poésie et théorie. Il m'a fallu 14 ans pour l'écrire, donc en fait, parmi les bouquins qui m'ont le plus marqué, c'est des livres de poésie. La Cassida de Richard Francis Burton, qui n'a pas été traduite en français d'ailleurs. Ça, c'est un des bouquins qui m'a marqué. Les bouquins d'Idriss Shah, je m'appelle Idriss en référence à Idriss Shah. Et son meilleur roman, c'est Karakouche, qui est le roman biographique du commandant Massoud pendant la guerre d'Afghanistan. C'est un chef-d'œuvre littéraire, remarquable. Je le recommande vraiment, c'est un page-turner. Tu lis juste le premier chapitre, il est énorme, hein, mais tu lis le premier chapitre et tu vas. Moi, je l'ai lu en une nuit. Donc, je l'ai tourné, j'ai fait une nuit blanche. J'ai dû le commencer à 7h, à 19h et je l'avais terminé à 13h le lendemain, quoi. Donc, c'était vraiment une lecture transformative. Maintenant, les conseils que je donnerais, tu vois, j'ai fait 3 doctorats, c'était une énorme connerie. Tu vois, ça m'a servi à rien, à part être attaqué. Ça sert à rien. En termes de référencement Google, si, tous tes PhD te servent beaucoup. Non, je te jure que non. Il y a beaucoup les journaux, en tout cas, Oui, mais citent beaucoup par rapport à ça. non, mais ça, c'est parce que C'est ironique. voilà, mais en fait, c'est parce que ça les a rendus dingues. Mais fondamentalement, tu vois, Musk, il a été intelligent. Ouais. Le micro. Ah. Il est barré, Ok, on la reprend. Ouais, je vous fais le signe pour couper. Fondamentalement, Musk, il avait compris que ça servait à rien. Tu vois, il s'était inscrit à un PhD à Stanford, il a quitté après une semaine pour créer ses boîtes. Moi, j'aurais perdu beaucoup moins de temps. Alors, il se trouve que toute ma famille était dans le monde académique, donc c'est pour ça aussi. Mais j'aurais perdu beaucoup moins de temps à créer des sociétés tout de suite, à apprendre sur le tas, à me battre. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui démarre aujourd'hui? Créer des boîtes. Pas en France. Créez pas des boîtes en France. J'en ai créé en France. C'était l'objet de ma seconde question. Ouais, C'était où est-ce que dans l'idéal tu irais? L'Italie, c'est bien. Après, Malte, c'est super. La Suisse, je conseille d'éviter. Mais pour climat économique, réglementaire, mais aussi en termes de vie, puisque là, pour l'Europe, la c'est Bulgarie, c'est très bien. L'Estonie, c'est très bien. Et donc, l'Europe de l'Est, elle s'éloigne un peu du scénario orwellien où tout est sous contrôle. Je parlais à des Bulgares. Eux, ils ont connu vraiment l'Union soviétique. Donc, par exemple, ils me disaient, nous, quand l'État nous vendait Pfizer, on savait qu'il fallait pas le faire. On savait qu'il fallait pas le faire, qu'il fallait se faire des faux passes. Ils me sortaient ça. Parce que nous, on avait connu l'époque où la télé d'État nous disait que Tchernobyl, c'était très bien, tu vois. Donc, eux, ils ont été vaccinés pour le coup au bullshit d'État, alors que la France, non. Et la plupart des États d'Europe de l'Ouest, non, sauf l'Allemagne de l'Est. Ce qui explique d'ailleurs le succès de l'AfD en Allemagne de l'Est. Hein. L'AfD, c'est les jeunes d'Allemagne de l'Est qui votent pour ce parti parce que c'est devenu un parti contestataire du pouvoir en place, quoi, concrètement. Avec tous les défauts qu'ils peuvent avoir, bien entendu, et le caractère d'extrême tension qui existe aujourd'hui en Allemagne. Mais donc, aujourd'hui, déjà, avec l'IA, il faut être très clair, l'école, elle est larguée. Elle est larguée. ChatGPT peut t'apprendre beaucoup plus. Grok peut t'apprendre beaucoup plus que les meilleurs profs. Il a une patience infinie. Il peut te faire des jeux de rôle.
Aujourd'hui, tu peux installer un DeepSeek sur ta machine en local, avec une grosse fenêtre de contexte, où tu peux prompter le DeepSeek en disant « Fais un jeu de rôle pour mes enfants pour leur apprendre la totalité du programme d'histoire géo de la 6e au bac. Je veux que tu gardes tout le contexte, que tu vas mettre sur un disque dur de plusieurs téraoctets. Enfin, encore qu'à mon avis, faire un jeu de rôle qui irait de la 6e au bac, il te faudrait 1 téraoctet de contexte. Bon, c'est possible, tu fais ça sur un Mac Studio. Donc, tu installes DeepSeek sur ton Mac Studio, tu as mieux que Louis Grand. Tu as mieux que le lycée Louis Grand. Mais je le dis clairement. DeepSeek met une vitesse à des profs agrégés. Il les explose. C'est pas il met une vitesse, il les humilie. Parce que DeepSeek, il va te sortir, tu as un prof agrégé, la grecque, c'est une blague en philo, mais c'est 90% de la philosophie occidentale. Bon, réveillez-vous, la philosophie, on l'a pas inventée. Hein. Le mot est grec, mais on faisait de la philosophie avant que le mot existe. C'est comme les crétins qui, dans les années 60, te disaient que les Grecs avaient inventé les mathématiques. Tes ancêtres vont adorer le concept. Le papyrus de Rhind, où tu as un des problèmes les plus vieux de l'histoire des mathématiques, existe-t-il des nombres parfaits impairs? C'est pas explicitement dans le papyrus de Rhind, mais le papyrus de Rhind te montre que les Égyptiens avaient déjà ce niveau de compétence. C'est au passage le problème mathématique qui est encore ouvert et qui est le plus vieux au monde. Ça fait 4000 ans qu'on n'a pas réussi à le résoudre. Je sais pas si tu te rends compte que les Égyptiens se posaient une question: existe-t-il des nombres parfaits impairs? Un nombre parfait, c'est un nombre qui est égal à la somme de ses diviseurs. 6, 1 plus 2 plus 3 égale 6. Donc 6 est divisible par 3, par 2 et par 1. 1 plus 2 plus 3 égale 6, c'est un nombre parfait. Il se trouve que 6 est un nombre pair. On ne sait pas s'il existe des nombres parfaits impairs. C'est un problème ouvert aujourd'hui en mathématiques. Ça fait 4000 ans qu'on ne sait pas le résoudre. Ça veut dire que l'informatique, les chiffres arabes, l'algèbre, la théorie des ensembles, la théorie des groupes, la théorie des catégories, la théorie des faisceaux, ça n'a rien fait pour progresser sur c'est exceptionnel. Donc il faut révolutionner le système éducatif. Il faut révolutionner le système éducatif pour cette raison. Je dis, bon, voilà, le cas de la grecque, j'en parlais parce que j'ai bifurqué là-dessus, sur le fait que c'est important d'avoir une pensée arborescente. Les IA l'ont aussi. En fait, c'est important de penser à ça parce que je te disais, voilà, l'agrégé en philo, 90% de sa culture philosophique, elle est occidentale. Tu lui demandes de te parler de Chuang Tzu, tu lui demandes de te parler d'Omar Khayyam, tu lui demandes de te parler d'Al-Khazali, tu lui demandes de te parler d'Ibn Arabi, il sait même pas ce que c'est. Et pourtant, il est agrégé, c'est lui qui fait le programme de la prépa philo, ou BM, ou prépa Cagne, Hippocagne. Donc c'est un ignorant, faut le dire. C'est un ignorant. Il y a une énorme partie de son cerveau qui ignore de tout un pan de la philosophie mondiale. Bah, l'IA, non. DeepSeek, il va t'amener sans problème un Chuang Tzu, un Ibn Arabi, un Al-Khazali, etc. Bon. Donc, aujourd'hui, tu peux programmer un DeepSeek pour être meilleur que Louis le Grand. Oui. Bah, tu m'étonnes que l'État français interdise les écoles à la maison. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus aucun intérêt, même à la fac. À la vitesse où ça va, tu apprendras beaucoup plus qu'à Polytechnique. Bon, ça, c'est facile. Je tire sur les ambulances. Mon bac, je ne suis pas allée à l'école et dans tous les conseils des disciplines, parce qu'évidemment, je n'ai pas été virée. Je n'y allais pas, mais je n'étais pas virée puisque je faisais une tribune sur le système éducatif inadapté. Ouais. Donc du coup, je m'en suis sortie comme ça et puis j'ai révisé 2 semaines chez moi avant le bac. Non, mais je te rappelle que le plus jeune bachelier de l'histoire de France, qui s'appelle Arthur Ramy Andrizoa, a eu son bac à 11 ans et 11 mois, d'origine malgache, africain donc, hein, au passage. Le plus jeune bachelier de l'histoire de France est d'origine africaine. Bon, donc roule-toi bien ça, et voilà, bon. Et il a fait l'école buissonnière. D'ailleurs, il a écrit un bouquin, Mon école buissonnière. En fait, il a été homeschoolé, il a fait l'école à la maison. Alors ça pique parce que... Moi, je pense ça, c'est quelque chose que j'envisage pour ma famille. Bah, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est juste que c'est interdit en France. Donc, il faut partir ailleurs, en Andorre, en Espagne, au Portugal, en Bulgarie, à Malte, faire l'école à la maison avec de l'IA, et dire à l'IA, voilà, je préparais le bac. Tu peux dire vraiment, aujourd'hui, à DeepSeek, ma fille a 6 ans, je veux qu'elle prépare le bac dès maintenant. Fais-lui de la pédagogie pour qu'elle puisse comprendre le programme du bac à 6 ans. Tu peux faire ça. Et en étant bon en prompt engineering, bon, c'est un peu pompeux ce terme, je pense qu'il va disparaître parce que c'est plus une mode. Bah, c'est rédiger un prompt pour l'IA, quoi. Qui en fait, ça veut dire parler à l'IA comme à un humain, en réalité. Voilà. Et ben, tu vas pouvoir avoir une meilleure école dans un Mac Studio que, et c'est ce que dit d'ailleurs même Musk a dit ça, ou le patron de Duolingo qui a explosé l'enseignement des langues, il te dit, ouais, on ira à l'école parce qu'il faut bien une garderie, quoi. Mais parce que, évidemment, un DeepSeek sur Mac Studio, il ne peut pas garder tes enfants. Peut-être que l'Optimus Prime de Tesla pourra. Peut-être. Autre question, et je t'y ai un peu répondu, c'est qu'est-ce que tu valorisais avant mais que tu ne valorises plus aujourd'hui? Donc j'imagine les diplômes, le cursus universitaire et inversement. Ça vaut rien. Enfin, pardon, mais l'école aujourd'hui est un des pires investissements de ton temps. Et il faut 10 ans pour percer dans n'importe quel domaine.
Et à quoi tu accordes de l'importance aujourd'hui et tu n'y accordais pas avant? À l'ikigai, ce que t'aimes. Mmh. Il faut 10 ans pour percer dans n'importe quel domaine, donc il faut trouver très tôt un domaine dans lequel tu as envie de tomber pendant 10 ans, Ouais, de trébucher 10 ans. Mmh. Un domaine où tu as envie de te gourer, de te planter, de perdre de l'argent, de te tromper pendant 10 ans. Si tu trouves ce domaine, tu vois, évidemment dans le domaine des médias alternatifs, MrBeast ou iShowSpeed, c'est des mecs qui ont fait ça. Mmh. Il n'aura pas fallu 10 ans pour percer, mais t'en as si. T'en as, Joe Rogan. Joe Rogan, ses premiers podcasts, t'avais personne. Personne. Et lui, il a fallu 10 ans pour percer. Mmh. Donc, l'école, normalement, devrait nous mettre sur les rails de claquer 10 ans pour percer dans un domaine. Elle le fait pas. Mmh. Elle le fait pas. Elle dit, tiens, je vais t'apprendre un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, sachant que dans ce que je t'apprends, la loi de Pareto est horrible. C'est même pas 20% de ce que je t'apprends va te servir, c'est 5%. Ouais. Bon. Donc tout le reste, c'est je le fais parce qu'il faut bien, parce qu'il faut créer une sorte de culture commune, alors qu'en réalité, tu prends le bac de français. J'ai un doctorat de littérature comparée. Le bac de français m'a dégoûté de la littérature. Il y avait du Saint John Perse dans le bac de français, j'ai détesté ça. J'adore Saint John Perse aujourd'hui. Bon, Oui. c'était un sale con, mais je l'adore. Enfin, j'adore sa poésie. Ce qu'il a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'aime moins. Et qu'est-ce que tu aimerais laisser de toi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on se rappelle de toi? C'est déjà le cas si je crevais demain. J'ai failli Ouais. crever 4 fois dans ma vie. Et donc j'ai eu 4 moments où j'ai vraiment... C'était en un claquement de doigts, je crevais ou je crevais pas. Et c'est clairement mes idées, mes confs. Ça y est, ce que j'ai produit sur l'économie de la connaissance, les directions que j'ai données dans mes essais, dans Libérer votre cerveau, dans l'âge de la connaissance, dans... C'est plus de ta posture de lanceur... Enfin, c'est même pas lanceur d'alerte. Ça, c'est le journalisme. Mais Oui. ça, on finira par l'oublier. Mais les idées et les théorèmes, c'est ce qu'on n'oublie pas, c'est ce qui sert. Il y a le sachant, il y a celui qui lutte pour le savoir, pour que le monde gagne en connaissance, mais il y a aussi celui qui lutte pour apprendre aux autres, pour que les autres s'éveillent. Ah oui, C'est ça, deux la postures différentes. pédagogie, parce qu'en France, vraiment, la pédagogie, c'est mal vu. Ouais. Et en effet, réveiller les quand tu consciences. vulgarises des concepts, quand tu Ouais. te dis, oh là là, c'est un marchand de tapis parce qu'il essaie de rendre les choses simples. Les Américains font ça tout le temps. Et pour eux, c'est évident. Tu regardes même les films de la Seconde Guerre mondiale, les tutoriels de la Seconde Guerre mondiale pour apprendre l'ingénierie radio. Enfin, les Américains, ils te prenaient un Indien issu d'une tribu, les fameux Wind Talkers, qui parlait donc avec la langue Navajo, que les Japonais ne savaient pas traduire, il n'y avait pas de dictionnaire. Et ils ont utilisé ça donc comme code pendant la Seconde Guerre mondiale dans la guerre du Pacifique. Donc ils te prenaient un Indien Navarro qui ne savait pas additionner deux fractions et ils t'en faisaient un opérateur radio. Les Américains ont toujours été très pragmatiques en termes de connaissances accessibles à tous. Pouvoir enseigner des choses de façon limpide, c'est évident pour eux, alors qu'en France, c'est une caste. T'es la caste des grandes écoles, etc. Il faut une barrière d'entrée. C'est pas n'importe qui doit pouvoir comprendre ce que dit un normalien. Donc il faut que les choses soient complexes. Donc tu ouvres un bouquin de théorie des catégories américain. La théorie des catégories, c'est ce qu'il y a de plus abstrait en mathématiques. Donc là, parmi les théories les plus abstraites en mathématiques, tu as la théorie de Teichmüller, tu as la théorie de Morse, mais la théorie des catégories, ça reste le summum de l'abstraction mathématique, au point d'ailleurs que les premiers détracteurs de cette théorie l'appelaient abstract nonsense, donc du non-sens abstrait. Tu ouvres un bouquin américain de théorie des catégories, ils essaient de tout rendre limpide et clair et concret. Tu ouvres un bouquin de Jussieu, où tu as parmi les meilleurs catégoriciens français au passage, tu piches que dalle. C'est horrible. Moi, j'ai ouvert un polycopier de cours de théorie des catégories. Ça te commence par des concepts ultra abstraits, la curification, ça s'appelle. Et la curification, t'es d'entrée de jeu dans un des trucs les plus abstraits de la théorie des catégories. Et le mec, il te met ça chapitre 1, bitch, tu vois, rien à foutre. Si t'abandonnes, c'est que t'es un faible, c'est spartiate, tu vois. Si t'abandonnes, c'est que tu mérites d'abandonner, t'as rien à foutre dans mon cours. Les Américains, non. Les Américains, ils te prennent par la main, ils essaient de t'expliquer. C'est ce que me disait mon père. N'utilise jamais les bouquins français pour apprendre les maths, utilise les bouquins soviétiques à l'époque et américains. Parce que les soviétiques et les américains avaient ça de commun, que pour les soviétiques, parce qu'ils étaient marxistes, il y avait le côté n'importe quel prolo doit pouvoir apprendre, donc on va être pédagogue. Oui. Et les Américains, parce qu'ils étaient pragmatiques, tu avais le côté on doit pouvoir prendre un Navarro de sa réserve qui ne sait pas additionner deux fractions et t'en faire un ingénieur radio. Ouais. Bon, les Français, t'es ouf, ingénieur, c'est la noblesse. On n'a pas aboli la noblesse, je te rappelle, on l'a simplement redistribué par concours. Donc tu vas pas faire un chevalier comme ça, t'es pas fou. Un chevalier, l'ingénieur, c'est le chevalier moderne en République, donc c'est pas possible. Il faut une barrière d'entrée. Et ça fait que notre pédagogie, elle est très très loin de ça. Et du coup, quand tu arrives et que tu dis, moi, je vais utiliser la méthode américaine ou soviétique, feu, pour populariser les sciences, les mecs, ils bug. Eh bien, merci beaucoup, Idriss. On a eu les choses pour lesquelles j'aime regarder tes vidéos, c'est qu'on a eu des tas de références historiques, biologiques, même stylistiques.
beaucoup d'hommages à mes racines khmères et égyptiennes. Je suis absolument convaincue que tu as permis à ceux qui nous écoutent ou à nous regarder de voir les choses autrement, d'apprendre plein de notions et des clés de compréhension de notre monde. Merci beaucoup, Idriss. Merci à toi.